Il pensait que sa punition était la prison à vie. Ce qu'il a eu, c'est la mort seule sur un sol en béton froid. Rick Harrison, autrefois le visage charismatique de la télé-réalité Étoile de Pion, vient d'être retrouvé brutalement battu à mort dans sa cellule de prison quelques semaines après avoir été condamné à perpétuité pour une sombre double vie impliquant le blanchiment d'argent et la traite des êtres humains. Mais il ne s'agissait pas uniquement de justice pour les détenus. Les images de surveillance ont disparu, les portes mystérieusement déverrouillées et les preuves clés ont disparu. Dans cette enquête explosive, nous dévoilons les horribles dernières heures de Rick Harrison, découvrons les secrets qu'il cachait et posons la question à laquelle personne au pouvoir ne veut répondre. Qui voulait qu'il soit réduit au silence et pourquoi? Avant de continuer, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour les mises à jour. Le silence dans l'aile de la prison cette nuit-là n'était pas naturel. Pas le bourdonnement habituel des menaces chuchotées, le raclement métallique des chaînes ou le cri lointain occasionnel d'un garde faisant sa ronde. Non, cette nuit-là, le silence était pesant, étouffant, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Et puis ça s'est brisé. Le bruit de la peau martelant les os, quelque chose de lourd cognant contre le sol, des cris étouffés. Un nom résonnait dans le bloc cellulaire, un nom connu bien au-delà de ces murs froids et impitoyables. Rick Harrison, l'homme qui se tenait autrefois sous les lumières fluorescentes de son prêteur sur gage, souriant alors qu'il marchandait des revolvers antiques et des souvenirs de la guerre civile, était maintenant allongé sur un sol en béton taché, du sang coulant de son crâne, immobile. Les gardes sont arrivés trop tard. La caméra dans le couloir avait mystérieusement arrêté d'enregistrer 15 minutes plus tôt, et les deux hommes dans les cellules adjacentes affirmaient qu'ils dormaient. Ce n'était pas simplement une autre bagarre en prison. Ce n'était pas une violence aléatoire. C'était une exécution. Rick Harrison, le visage autrefois bien aimé d'une série de télé-réalité à succès, était devenu un autre récit édifiant. Son corps meurtri et battu d'une manière qui en disait long. Ce n'était pas l'acte d'un seul homme. C'était un message. Un message adressé à coups de poing et de barre de fer à un homme qui, à huis clos, avait orchestré quelque chose de bien plus sombre que ce que la télé-réalité pourrait jamais décrire. Et la question qui hante désormais tout le monde, de sa famille à ses anciens fans, n'est pas seulement de savoir pourquoi c'est arrivé, mais comment tout cela est arrivé jusqu'ici. Avant la peine de prison, avant les scandales, avant les aveux et l'effondrement de la salle d'audience, Rick Harrison était un nom connu, un symbole du travail acharné, l'entrepreneur américain, le type qui plaisantait sur l'histoire tout en lançant des pièces de monnaie anciennes pour gagner de l'argent rapidement. Pour beaucoup, il n'était qu'un homme d'affaires parmi d'autres surfant sur la vague du succès des célébrités. Mais derrière ce sourire et ces couchers de soleil rouge de Vegas, se déroulait une opération bien plus sombre. Et si le public n'avait connu qu'une infime partie de ce que les enquêteurs prétendaient avoir découvert, personne n'aurait jamais franchi les portes de ces prêteurs sur gage. Cette vidéo vous plonge au cœur de la vie et de la mort de Rick Harrison. Pas la version TV, la vraie. Celui enseveli sous des années de pots de vin, d'opérations de trafic, de sociétés écrans et maintenant de meurtres. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'a jamais été raconté ainsi auparavant. Car l'histoire ne commence pas avec sa mort en prison. Cela commence avec un homme trop à l'aise avec le pouvoir. Un homme qui croyait pouvoir acheter le silence, manipuler la justice et cacher les pires parties de lui-même derrière une marque de télévision raffinée. Et pendant un temps, il a réussi. Cela a commencé par des chuchotements, des employés démissionnant sans préavis. Des rumeurs de transactions clandestines, un étrange afflux de jeunes femmes entrant et sortant par la porte arrière du prêteur sur gage d'or et d'argent. Viennent ensuite les écarts financiers, les virements électroniques, les comptes offshore, les personnes disparues aperçues à proximité du magasin. Pourtant, personne n'a fait le lien. Jusqu'à ce qu'un jeune agent du FBI à Las Vegas tombe par hasard sur un dossier enfoui sous des années de rapports rejetés et de pistes négligées. Ce dossier déclencherait une enquête qui dépasserait tout ce que le bureau avait prévu. Et avant que la poussière ne retombe, Rick Harrison serait condamné à la prison à vie pour des accusations si graves que même ses codétenus, dont beaucoup étaient des criminels endurcis, ne voulaient rien avoir à faire avec lui. En prison, certains crimes sont passibles d'une peine de mort, que les tribunaux le décident ou non. Et pour Rick, cette sentence est tombée rapidement et sans pitié. Mais de quoi exactement était-il accusé? Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour le faire tomber? Et qui a veillé à ce que Rick ne sorte jamais vivant de prison? Pour comprendre la tempête qui allait finir par consumer Rick Harrison, il faut revenir au sommet de sa renommée, lorsque des millions de personnes le regardaient chaque semaine marchander des cartes de baseball vintage et des bijoux en or.
lorsqu'il franchissait les portes de sa boutique avec fanfaronnade, tandis que les fans se rassemblaient dehors juste pour avoir un aperçu, tout cela semblait si inoffensif. Mais à mesure que les audiences télévisées montaient en flèche, l'ampleur des opérations hors caméra de Rick augmentait également. Les enquêteurs l'ont décrit plus tard comme une double vie si méticuleusement construite que même les personnes les plus proches de son entourage n'avaient aucune idée de ce dont elle faisait partie. En utilisant son entreprise publique comme couverture, les autorités ont allégué que Rick avait commencé à blanchir d'importantes sommes d'argent par l'intermédiaire du prêteur sur gage. Argent provenant d'opérations de trafic impliquant des femmes et des mineurs sans papier, dont certains ont été recrutés dans les communautés vulnérables du Sud-Ouest. Il était prudent, juste assez négligent pour que ça paraisse normal. Chaque pièce d'or, chaque transaction en espèces, chaque horloge ancienne est devenue un moyen pratique de laver l'argent sale. Et avec la célébrité sont venues des relations, des investisseurs, des célébrités et des politiciens qui soit ne posaient pas de questions, soit étaient trop plongés dans leur propre désordre pour s'en soucier. Et pendant tout ce temps, Rick a entretenu son image. Charmant, souriant, plaisantant sur la façon dont il devrait être président. Mais derrière ce sourire se cachait un homme qui, selon des documents fédéraux, avait organisé et financé un réseau couvrant plusieurs États et impliquant des dizaines de victimes. Certaines de ces victimes sont toujours portées disparues. Certains ne s'en sont jamais sortis vivants. Ce n'était pas seulement de la cupidité. C'était prédateur. Et la piste de preuve, une fois qu'elle a commencé à se dévoiler, s'est déplacée rapidement. Son arrestation n'était pas dramatique. Pas d'hélicoptère, pas d'équipe SWAT, juste un coup discret à la porte de son manoir tôt un matin alors que le soleil n'était pas encore levé sur Las Vegas. Il répondit à moitié habillé, confus. Peut-être qu'il pensait que c'était une blague, mais les agents ne riaient pas. À partir de ce moment, l'empire de Rick commença à s'effondrer. Ses fils ont pris leur distance. Chumlee a disparu des réseaux sociaux. La chaîne History Channel a publié une seule vague déclaration et a diffusé des rediffusions de Étoiles de Pion depuis les airs. Rick. Il est resté en prison en attendant son procès, refusant les entretiens, regardant fixement le tribunal tandis que les procureurs présentaient un dossier construit sur des années d'enquête méticuleuse, de témoignages de victimes et de dossiers financiers si détaillés qu'ils ne pouvaient être contestés. Son avocat a plaidé pour une peine plus légère, a affirmé que Rick avait été piégé, accusé que les vrais criminels l'avaient utilisé comme bouc émissaire, mais le jury n'a pas cru. Coupable sur tous les plans. La vie sans libération conditionnelle. Et juste comme ça, l'homme qui gagnait autrefois des millions en achetant et en vendant les histoires des autres est devenu le personnage central d'une tragédie bien plus sombre que tout ce que sa série a jamais osé décrire. Mais si vous pensiez que c'était la fin de l'histoire de Rick, détrompez-vous. Parce qu'en prison, il n'a pas trouvé la rédemption. Il a trouvé la vengeance. Les détenus n'oublient pas, surtout lorsqu'un homme arrive avec un casier judiciaire comme celui de Rick. Surtout lorsque les crimes de cet homme impliquent l'exploitation de femmes et d'enfants. Il a été placé à l'isolement à plusieurs reprises pour sa sécurité, ont indiqué les responsables. Mais il ne pourrait pas le protéger éternellement. Et lors de cette dernière nuit, lorsque les gardes ont fait leur ronde un peu plus lentement, lorsque les caméras ont cessé de fonctionner, lorsque Rick Harrison a été retrouvé froissé et sans vie dans une mare de son propre sang, beaucoup ont déclaré que justice avait enfin été rendue. D'autres ont dit qu'il s'agissait d'une dissimulation. La vérité se situe quelque part entre les deux. Et au cours des 10 prochains chapitres, nous allons examiner chaque couche de cette histoire, le drame de la salle d'audience, le web financier, les récits obsédants des victimes et le mystère effrayant de celui qui a finalement fait taire Rick Harrison. Restez avec nous, car une fois que vous saurez tout, vous ne regarderez plus jamais ce prêteur sur gage ou l'homme derrière lui de la même manière. C'était le genre de salle d'audience qui traitait habituellement des délits mineurs, de la drogue, des vols, et occasionnellement des affaires en col blanc. Mais ce matin-là, il était plein à craquer. Des dizaines de journalistes entassés dans des rangs réservés à la presse. La galerie bourdonnait de murmures. Les victimes et leurs familles étaient assises dans un silence tendu, serrant des mouchoirs, évitant tout contact visuel avec l'homme qui était jusqu'à récemment un non-connu. Rick Harrison ne marchait pas comme le monde l'avait vu auparavant. Il n'y a eu aucun sourire narquois, aucune plaisanterie avec les avocats, aucun signe de la main à la foule. Il entra dans la pièce en traînant les pieds, vêtu d'une combinaison orange, les poignets liés par des menottes. Il avait l'air plus âgé, plus petit, diminué, comme si le poids de ce dont il avait été reconnu coupable s'était enfin installé dans ses os. Ou peut-être était-ce autre chose, quelque chose de plus profond.
La prise de conscience que son image soigneusement organisée avait été détruite de manière irréparable. La juge qui présidait l'affaire, l'honorable Lilia Mandé, avait la réputation d'être à la fois juste et sans faille. Et alors qu'elle se préparait à prononcer la sentence de Rick, la pièce retint son souffle collectif. Les journalistes ont levé leurs stylos. Les artistes de la salle d'audience dessinaient furieusement. Les familles des victimes se sont penchées en avant. Le silence semblait épais, cassant, comme s'il pouvait se briser à tout moment. Et puis elle a parlé. Monsieur Harrison, vous avez été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation de blanchiment d'argent, de complot en vue de trafic de personnes et de facilitation d'opérations illégales dans l'intention d'exploiter. Le jury s'est prononcé. Les preuves sont accablantes. Vos actions ont causé un préjudice irréversible à des personnes vulnérables, dont beaucoup sont portées disparues. Vous avez exploité votre renommée et vos ressources pour protéger les activités criminelles des yeux du public. Rick regardait droit devant lui. Aucun hochement de tête, aucun tic, aucune émotion visible. Vous aviez toutes les chances d'utiliser votre plateforme pour de bon. Au lieu de cela, vous l'avez utilisée comme une façade qui vous a permis de réaliser des transactions illégales et de blanchir les produits d'opérations de trafic impliquant certains des membres les plus vulnérables de notre société. Vous vous êtes entouré de silence, de peur et de complicité. Pour ces raisons, ce tribunal vous condamne à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Les mots frappèrent comme un marteau s'écrasant sur une pierre froide. Des halètements éclatèrent de quelques-uns se levèrent derrière eux. Une femme s'est mise à pleurer. Un autre laissa échapper un son qui ne pouvait être décrit que comme un gémissement sourd et tremblant. Pour ceux qui ont suivi l'affaire, la condamnation à perpétuité n'était pas une surprise. Mais l'entendre à haute voix, prononcée avec tant de certitude et de force, l'a rendu réel, permanent. Rick ne broncha pas. Pas même lorsque les gardes se sont avancés pour l'escorter hors de la pièce. Mais si vous regardiez attentivement, vous pouviez le voir à la manière dont ses épaules s'affaissaient légèrement. La façon dont ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. La réalité d'une vie vécue en liberté et échangée contre sa cellule s'était enfin installée. Ce matin-là, devant le palais de justice, la presse pullulait comme des vautours tournant autour de la viande fraîche. Les microphones ont été poussés vers les visages. Les journalistes aboyaient des questions. Les manifestants brandissaient des pancartes réclamant justice pour les victimes anonymes. D'autres brandissaient des photos de jeunes femmes, d'enfants, de familles déchirées. Shumlee était introuvable. Corey Harrison a été aperçu brièvement sortant par une sortie latérale, des lunettes de soleil couvrant les yeux, flanqué de deux individus non identifiés. Il n'a fait aucune déclaration. Son silence en disait long. De retour à l'intérieur du bâtiment, l'accusation a tenu une conférence de presse. La procureure principale Angela Klein se tenait devant la mer de caméra, sa voix ferme mais aiguë. La justice a été rendue. Rick Harrison n'était pas simplement un prêteur sur gage ou une personnalité de la télévision. Il a été l'architecte d'un vaste projet d'exploitation qui a duré des années et détruit des vies. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un malentendu. C'était délibéré. C'était criminel. Et maintenant, cela a des conséquences. Les accusations elles-mêmes étaient accablantes. Plus de 24 millions de dollars ont transité sur les comptes de Rick sans explication. Des images de surveillance provenant des arrière-boutiques du prêteur sur gage montraient des femmes amenées par une entrée de service et disparaissant pendant des heures, parfois des jours. Plusieurs victimes avaient témoigné, certaines devant le tribunal, d'autres via des déclarations préenregistrées pour leur propre protection. Chacun racontait une variante de la même histoire, recrutée avec des promesses de travail ou de sécurité, pour ensuite être manipulée et piégée. Une femme qui a témoigné sous le pseudonyme de Maria a fait pleurer la salle d'audience lorsqu'elle a décrit qu'elle avait 17 ans lorsqu'elle a rencontré Rick au prêteur sur gage. Elle pensait qu'elle était là pour un travail. Au lieu de cela, elle a dit qu'elle avait été gardée dans l'arrière-boutique pendant 3 jours. Pas de fenêtre, pas d'issue. Sa voix s'est brisée lorsqu'elle a ajouté « Il a dit que personne ne me croirait, que les gens l'aimaient trop ». Dans les jours qui ont précédé le prononcé de la peine, plusieurs personnalités de premier plan qui avaient déjà défendu Rick ont commencé à revenir sur leurs déclarations. Les sociétés de relations publiques l'ont abandonné. D'anciens amis ont présenté des excuses soigneusement formulées, prenant leur distance avec le scandale. Mais rien de tout cela n'a changé ce qui était déjà en mouvement. La condamnation elle-même a marqué un tournant, non seulement dans la vie de Rick, mais aussi dans la façon dont le public percevait la célébrité et le crime.
Cela a brisé l'illusion selon laquelle la célébrité était égale à la moralité, que quelqu'un pouvait être drôle, sympathique et simultanément coupable de certains des crimes les plus sombres imaginables. Et tandis que les médias se régalaient des gros titres, il y a eu un moment de l'audience de détermination de la peine qui n'a jamais fait la une des journaux. Juste avant d'être emmené, Rick se pencha vers son avocat et murmura quelque chose. L'avocat se figea, un éclair de confusion, puis de peur. Interrogé plus tard, l'avocat a refusé de le répéter. Cela ne faisait pas partie du processus juridique. Il a dit que c'était personnel et que je l'emporterais dans ma tombe. À partir de ce jour, Rick n'était qu'un autre détenu dans un système carcéral rempli d'hommes brisés et de secrets dangereux. Mais il n'était pas comme les autres. Pas entièrement. Il est entré dans le système en tant que personnage connu. Un homme avec une cible sur le dos. D'autres détenus l'observaient de près, certains avec curiosité, d'autres avec méchanceté. Il a été placé en détention préventive à plusieurs reprises, mais cela n'a pas duré. Surpopulation, coupe budgétaire, pénurie de personnel, quelle que soit l'excuse, Rick a finalement été placé dans la population générale. Cette décision lui coûterait la vie. Et dans les semaines qui ont suivi sa condamnation, les gardiens ont signalé de multiples incidents, menaces verbales et altercations physiques. Rick ne parlait pas beaucoup. Il est resté seul, mais les autres ne l'ont pas fait. Un détenu, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré plus tard aux journalistes, « Il a été marqué dès le premier jour. Les gens n'oublient pas ce que vous avez fait. Et lorsque vous blessez des enfants, des femmes, les plus vulnérables, vous ne pouvez pas vous en cacher. » Des bagarres auraient eu lieu dans la cour de la prison. Un autre dans la buanderie. Chaque fois, Rick était ému. À chaque fois, il était repoussé. À la fin du premier mois, il avait déposé plusieurs demandes d'isolement. Un seul a été accordé pour 72 heures. La dernière semaine, il aurait arrêté de manger, dormi pendant la journée et arpenté sa cellule presque toutes les nuits. Un gardien se souvient être passé devant une cellule vers 2h15 du matin et avoir entendu Rick répéter quelque chose dans sa barbe, encore et encore. Ils viendront. Je sais qu'ils viendront. Et il avait raison. Mais l'audience de détermination de la peine n'était pas seulement le début de sa vie derrière les barreaux. C'était le début d'un compte à rebours. Celui qui se terminerait avec Rick Harrison gisant brisé et méconnaissable dans une cellule de prison non conçue pour la miséricorde. La question n'était plus de savoir si justice avait été rendue. La question était de savoir si le système avait échoué 2 fois. Premièrement, en permettant à un homme de s'en tirer avec tant de choses pendant si longtemps. Et deuxièmement, en ne parvenant pas à le protéger après lui avoir finalement demandé des comptes. Ce qui s'est passé ensuite aurait provoqué une onde de choc dans le système pénitentiaire, dans le monde du divertissement et dans une société toujours aux prises avec ce que cela signifie lorsque les personnes que nous admirons se révèlent être des monstres dans les coulisses. Et alors que les gardes nettoyaient le sol taché de sang de cette cellule en béton, que les caméras se rallumaient et que les rapports étaient ensevelis sous un langage bureaucratique, une chose est devenue claire. La peine de Rick Harrison ne s'est pas terminée par le marteau du juge. Cela s'est terminé dans les coups de poing, dans la rage, dans le silence. Et personne, ni sa famille, ni ses fans, pas même ceux qui réclamaient justice, ne s'attendaient à ce que cela vienne aussi vite ou aussi violemment. Il faudra du temps pour découvrir la vérité derrière son meurtre. Mais ne vous y trompez pas, la peine à perpétuité n'était qu'un début. Les portes de la prison se sont refermées derrière Rick Harrison avec un bruit que de nombreux détenus qualifient d'inoubliable. Ce n'est pas seulement du métal qui heurte du métal. C'est le dernier signe de ponctuation en écho sur une vie qui ne vous appartient plus. C'est le bruit d'une porte qui se ferme pour toujours. Celui qui sépare qui vous étiez de celui que vous êtes sur le point de devenir. Pour Rick Harrison, cette première semaine derrière les barreaux n'était pas simplement une transition vers l'incarcération. C'était le début d'un lent et terrifiant dénouement. Une descente dans un monde où le pouvoir, le charme et la célébrité ne signifiaient rien. En fait, cela a aggravé les choses. La prison dans laquelle il a été envoyé au centre correctionnel de Clark State était déjà tristement célèbre, surpeuplée, en sous-effectif, un endroit où les gardes tournaient trop souvent et où les caméras fonctionnaient fréquemment mal. Situé dans le désert du Nevada, il a été conçu pour abriter certains des hommes les plus dangereux de la région, meurtriers, barons de la drogue, délinquants violents. Mais parmi eux se trouvaient des détenus condamnés à des peines moindres, des hommes qui ont tout simplement été arrêtés au mauvais endroit, au mauvais moment. Cependant, tous adhéraient au même code non écrit. Ici, les crimes contre les enfants et les femmes sont les plus graves.
Rick, c'était sa marque désormais. Ni le commerçant souriant, ni le père sarcastique d'une émission de télé-réalité. Pour les hommes derrière ces murs, Rick était un prédateur, un fraudeur qui construisait un empire sur le dos de ses victimes. Peu importe que les crimes soient vrais ou exagérés. En prison, la perception est la réalité. À partir du moment où Rick est descendu du fourgon de transport de la prison, la tension a commencé à monter. Il avait l'air désorienté, en sueur malgré la fraîcheur de l'air du petit matin. Sa coupe buzzcut emblématique avait légèrement grandi, son visage débraillé par quelques jours de regret. Les gardiens l'ont passé en revue et lui ont remis ses affaires dans une poubelle en plastique, une combinaison standard de prison, une brosse à dents, du savon, un rouleau de papier toilette et une serviette usée qui paraissait plus vieille que lui. Alors qu'il se changeait dans la salle de traitement des admissions, Rick aurait demandé à l'officier à côté de lui, « Vous m'avez mis en protection, n'est-ce pas ?» L'officier n'a pas répondu. Au lieu de cela, il tendit à Rick une feuille plastifiée décrivant les règles et lui montra un couloir bordé de fluorescents bourdonnants. Il est devenu immédiatement clair qu'aucun traitement spécial n'attendait Rick Harrison. Il n'a pas été placé dans une unité d'isolement très médiatisée. Il n'était pas séparé de la population générale. Il a été chargé de vendre le Bloc D, une aile connue à la fois par les détenus et le personnel sous le nom de fosse. Non pas à cause de sa conception, mais parce qu'une fois placé là, il était presque impossible de sortir du trou qu'il représentait. Le trajet jusqu'à sa cellule était peut-être le plus long que Rick ait jamais fait. Les détenus étaient alignés dans l'allée, observant en silence. Certains s'appuyaient contre les barreaux. D'autres étaient assis au bord de leur couchette et chuchotaient. Beaucoup savaient déjà qu'il viendrait. Les nouvelles circulent vite derrière les barreaux, plus vite qu'à l'extérieur. Il passa devant une cellule et aperçut des graffitis défilés sur le mur et du dentifrice. Les morts ne parlent pas. C'est à ce moment-là que les témoins disent que les yeux de Rick ont finalement changé. La confiance s'est évanouie. La posture affaissée. Une petite partie de sa personnalité est morte sur le champ. Au moment où il atteignit sa cellule, avec des murs en béton nu, une couchette à ossature d'acier, un matelas mince et des toilettes sans siège, Rick était déjà en spirale. Son premier compagnon de cellule, un homme âgé purgeant une peine de 30 ans de prison pour racket, aurait refusé de lui parler. Cette nuit-là, Rick a essayé d'engager la conversation et a demandé à l'homme d'où il venait. L'homme s'est levé, s'est dirigé vers les bars et a dit à haute voix « Je ne parle pas aux prédateurs ». À partir de ce moment-là, Rick a dormi dos au mur. Dans la cour le lendemain matin, Rick a commis l'erreur de s'asseoir sur un banc qui n'était pas le sien. En prison, tout est revendiqué, même le sol. Un jeune détenu s'est approché, a regardé Rick et a dit « Tu ferais mieux de te lever avant que tes journées télé ne se transforment en soirées aux soins intensifs. » Rick resta debout sans un mot et recula. Le message avait été envoyé. Plus tard dans la journée, il a été affecté à la lessive, au pliage des uniformes et à la lessive des draps. Un autre détenu s'est accidentellement versé de l'eau de javel sur les mains lors d'un changement de quart de travail. Les brûlures n'étaient pas graves, mais suffisantes pour faire grimacer Rick à chaque fois qu'il ramassait quelque chose au cours des jours suivants. Au déjeuner, il essaya de manger seul. Pourtant, quelques détenus sont passés devant sa table et lui ont lancé des insultes. Certains se sont moqués de sa voix. D'autres ont fait référence à son émission. Combien pour cette cuisse de poulet? La star du pion a eu un accord sur le savon, Ricky. Tu en auras besoin. Un détenu a même glissé un vieux billet de pion sous le plateau de Rick avec les mots « Votre âme ne vaut rien » griffonnés à l'encre rouge. Il n'a pas fallu longtemps pour que le psychologue de la prison demande un enregistrement. Les rapports de cette réunion suggèrent que Rick était renfermé, silencieux, mais visiblement secoué. Lorsqu'on lui a demandé s'il se sentait en sécurité, Rick a hésité avant de finalement murmurer « Pas ici ». Mais la prison avait des options limitées. Les unités de détention protectrice étaient en surcapacité. Des demandes de transfert vers un autre établissement étaient en attente, mais avec le cas très médiatisé de Rick, la plupart des autres établissements n'étaient pas disposés à l'accepter. Il était en effet coincé. Cette troisième nuit, Rick a eu sa première altercation. Tout est parti d'un malentendu. C'est du moins ce qu'affirment les gardiens dans leur rapport. Un détenu a croisé Rick près des douches. Des mots ont été échangés. Un plateau est tombé. Soudain, les poings s'envolèrent. Rick toucha violemment le sol. Il a été tiré par une chemise et poussé contre le mur, sa tête cognant contre le carrelage. Au moment où les gardes l'ont démonté,
l'œil de Rick était enflé et son nez saignait. Il a été emmené à l'infirmerie mais a été libéré quelques heures plus tard avec uniquement des bandages et des analgésiques. Aucune plainte formelle n'a été déposée. Rick a refusé de nommer l'agresseur. Les notes de suivi du psychologue indiquaient une paranoïa accrue. Rick aurait marmonné dans sa cellule la nuit, faisant les 100 pas, transpirant, refusant de manger. Et puis sont arrivées les hallucinations. Les gardes ont affirmé avoir trouvé Rick recroquevillé dans sa couchette, se bouchant les oreilles, chuchotant quelque chose à propos des lumières et de l'absence de fenêtres. Il a dit que quelqu'un le surveillait par la bouche d'aération. Il a accusé la prison de diffuser du son dans les tuyaux pour le briser. Qu'il s'agisse d'une détérioration psychologique ou d'une paranoïa provoquée par un traumatisme, personne ne pouvait le dire. Mais ce qui était clair, c'était ceci, Rick Harrison était en train de s'effondrer. Et pourtant, même dans cet état, il gardait encore une lueur d'espoir, son appel. Son avocat, bien qu'hésitant à rester sur l'affaire, avait déposé des documents demandant un nouveau procès en raison d'erreurs de procédure. Rick s'accrochait à ce mouvement comme si c'était une bouée de sauvetage. S'il pouvait juste tenir quelques semaines de plus, il aurait peut-être une chance. Peut-être qu'il serait transféré. Peut-être qu'il pourrait s'en sortir. Mais l'espoir est dangereux en prison car tout le monde le sent. Et pour Rick, cet espoir serait la dernière chose qu'il aurait jamais eue. À la fin de sa première semaine, il n'était plus le même homme qui avait été condamné dans cette salle d'audience. Le sourire avait disparu, la bravade écrasée. L'homme qui se tenait autrefois devant les caméras marchait désormais voûté, les yeux brillants et les mains tremblantes. Un détenu a déclaré plus tard, à la fin de cette première semaine, il n'était plus Rick Harrison. Il n'était qu'un autre fantôme attendant de mourir. Et même si le système pénitentiaire prétend avoir fait tout ce qu'il pouvait pour le protéger, la vérité est plus compliquée. Les gardes détournèrent le regard. Les détenus ont été mélangés. Les caméras clignotaient au mauvais moment. Rick, malgré toute sa renommée, a été laissé pourrir dans un endroit où la réputation devient un handicap. Ce à quoi personne ne s'attendait, c'était la rapidité avec laquelle les prédateurs qu'il avait autrefois déjoués renverseraient la situation. Rick pensait qu'il avait le contrôle. Même derrière les barreaux, il croyait pouvoir jouer le jeu. Mais la prison est différente. Et le 7e jour, Rick Harrison vivait déjà en sursis. Il existe une loi en prison qui existe entièrement distincte des règles officielles. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas appliqué par les gardiens, mais cela est suivi d'une dévotion religieuse de la part des détenus. Ils appellent ça le code. Et une fois que vous l'avez brisé, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Rick Harrison, à partir du moment où il a mis les pieds dans l'établissement correctionnel de Clark State, a été stigmatisé avec une stigmatisation qui ne pouvait être effacée. Peu importe qui il était à l'extérieur. Peu importe le nombre de fans qu'il avait ou le nombre de saisons de télévision qu'il avait filmées. En prison, la célébrité est un handicap. Et lorsque cette renommée est associée à des accusations de s'en prendre aux personnes vulnérables, cela devient une condamnation à mort. Le code est simple mais brutal. Les crimes ne sont pas classés selon la loi, mais selon la hiérarchie morale des détenus. Le vol, le trafic de drogue, voire le meurtre, suscitent une étrange forme de respect parmi certains groupes. Mais les crimes impliquant des enfants, des femmes ou la traite des êtres humains sont impardonnables. Les détenus reconnus coupables de ces crimes sont considérés comme les plus bas parmi les plus bas. Chester est le surnom qu'on leur donne. Une étiquette désobligeante pour les délinquants sexuels, les agresseurs, les prédateurs. Une fois qu'une personne est marquée comme Chester, elle devient une cible. Pas seulement pour des insultes ou des menaces, mais pour des violences. Constant, systématique et impitoyable. Rick, bien qu'il n'ait aucun casier judiciaire avant son arrestation, a été instantanément classé dans ce niveau inférieur. Ces accusations, blanchiment d'argent directement lié à un réseau de trafic, exploitation présumée de mineurs et complot visant à faciliter les abus, le plaçaient dans la catégorie la plus vilipendée imaginable. Mais il y a une autre couche à cela. Rick n'était pas seulement un criminel. C'était un criminel célèbre. Cela n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. La renommée ne vous protège pas intérieurement. Il peint une cible sur votre dos. Les détenus y voient l'occasion de se faire un nom, de régler des comptes ou tout simplement de déchaîner leur colère contre quelqu'un qui, à leurs yeux, s'en est tiré trop longtemps et trop longtemps. Dans le cas de Rick, il y avait un sentiment supplémentaire de trahison. De nombreux détenus avaient grandi en le regardant.
Certains se souviennent d'avoir observé des étoiles sur gages dans la salle des épaves de la prison ou pendant les récréations dans les maisons de transition. Rick faisait partie du bagage culturel d'une génération d'Américains, intelligents, avisés et sympathiques. Mais maintenant, cette image s'est brisée, et pour certains, la désillusion s'est transformée en fureur. C'était un faux. Un détenu a déclaré plus tard dans une interview confidentielle, « Vous grandissez en pensant que c'est juste un mec qui se bat pour des antiquités, puis vous découvrez qu'il fait des trucs malades dans les coulisses. Cela rend cela personnel. » La colère ne se limitait pas à une ou deux personnes. En fait, plusieurs gangs de prison auraient considéré la présence de Rick comme une insulte. Parmi eux, un trafiquant et agresseur connu. Cela violait l'éthique tacite qu'ils utilisaient pour maintenir un ordre tordu dans un lieu sans loi. Au cours de sa première semaine, le nom de Rick avait circulé sur ce que les détenus appelaient la liste. Il s'agit d'un système de suivi informel partagé par des gangs et des alliances. Ceux qui sont marqués survivent rarement longtemps s'ils sont exposés. Les gardiens connaissent ces listes, mais dans les prisons surpeuplées et sous-financées, il est presque impossible de protéger tous les détenus qui y figurent. Rick a été placé sur une telle liste dès le deuxième jour et son sort a été scellé à partir de ce moment. Son visage était familier. Trop familier. Cela rendait la dissimulation difficile. Il n'y avait aucun moyen de se fondre dans l'arrière-plan comme les autres détenus. Même les tatouages, les barbes, les combinaisons de prisonniers ne parvenaient pas à cacher qui il était. Dans chaque couloir qu'il traversait, il sentait des yeux se poser sur lui. Chaque fois que les portes s'ouvraient bruyamment pour passer du temps dans la cour, il se tendait. Les menaces ont commencé tranquillement. Des notes glissaient sous la porte de sa cellule. Tu es le prochain. Des cuillères frappaient sur des barres de métal alors qu'il passait. Un signal, un compte à rebours. Les détenus marchaient côte à côte derrière lui dans la file d'attente pour la nourriture, respirant un peu trop près, marmonnant des mots que lui seul pouvait entendre. Tu ne dors pas, pion. Certaines nuits, il se réveillait au son des claquements provenant de la cellule de l'autre côté de l'allée. D'autres nuits, quelqu'un tirait la chasse d'eau encore et encore. Une vieille astuce de prison utilisée pour boucher les tuyaux et renvoyer les déchets dans les cellules adjacentes. C'était délibéré et le portable de Rick était toujours touché. Il a déposé plainte après plainte, mais chacune d'elles a été retardée, ignorée ou traitée sans résolution. L'administration pénitentiaire savait que son cas était très médiatisé, mais elle connaissait également les risques liés à sa protection particulière. Déplacer Rick vers une aile plus sûre signifierait déplacer les autres, déclenchant encore plus de chaos. Il est devenu un problème auquel il ne voulait pas s'attaquer. Et ainsi, les menaces ont continué. Un gang particulièrement dangereux, dont le nom n'est jamais prononcé à haute voix en prison mais mentionné uniquement dans des graffitis ou dans un langage codé, aurait mis la tête de Rick à prix. Rien de bien gros, juste assez d'argent pour acheter une semaine de cigarettes. Mais ce n'était pas une question de prix, c'était une question de statut. Tuez Rick Harrison et vous gagnerez un nom à l'intérieur. Les gardes ont déclaré plus tard avoir intercepté un message transmis entre détenus décrivant la disposition des cellules de Rick. Un autre détenu a été surpris en train de dessiner le programme de la prison, chronométrant le moment où les gardiens passaient devant le bloc DB, les lumières clignotaient et les angles morts de la surveillance se produisaient. Il ne s'agissait plus seulement de menaces. C'était une planification, et Rick le savait. Il a demandé l'isolement à 3 reprises, refusé à chaque fois en raison d'un risque non immédiat. Il a même demandé à être transféré en isolement préventif, une unité froide et d'isolement normalement utilisée pour les détenus les plus dangereux. Mais encore une fois, on lui a dit non. Il n'avait aucune infraction disciplinaire documentée, rien ne justifiant cette décision. Certains pensent que Rick a fait une dernière tentative pour acheter une protection. Il y a une rumeur, jamais confirmée, selon laquelle il aurait offert à un groupe de détenus de l'argent provenant d'un compte privé offshore s'il voulait s'occuper de lui. Mais dans un endroit régi par un code, l'argent n'est utile que s'il ne compromet pas l'honneur du gang. Et protéger un Chester, c'est un acte qui entraîne sa propre peine. Les gardes ont commencé à remarquer un changement chez lui. Rick n'établissait plus de contact visuel. Il arrêtait de se doucher pendant plusieurs jours et ne mangeait que lorsque les autres n'étaient pas là. Il a complètement évité le chantier des épaves. La nuit, il s'allongeait sur son lit, immobile, regardant le plafond, murmurant parfois les noms de personnes que les gardes ne reconnaissaient pas. Il cassait. Et le pire, c'est que tout le monde autour de lui savait exactement pourquoi. Le code des détenus n'est pas seulement une question de vengeance. C'est une question de pouvoir.
dans un monde où les hommes n'ont presque rien, pas de liberté, pas d'intimité, pas de contrôle, où le pouvoir devient une monnaie, le pouvoir de blesser quelqu'un, le pouvoir de rappeler le code aux autres. Rick, avec toute sa notoriété, toute sa renommée, est devenu la toile parfaite pour démontrer ce pouvoir. L'un des moments les plus effrayants de la semaine dernière de Rick a été celui de la bibliothèque de la prison. Il avait demandé une copie d'une vieille biographie historique, une demande de routine, ce que font souvent les détenus pour s'évader. Mais lorsque le livre fut livré à sa cellule, ses pages étaient évidées. À l'intérieur se trouvait un petit morceau de papier avec un seul mot, courir. Ce n'était pas une farce. C'était une promesse. Le code ne permettait pas de seconde chance. Et plus Rick essayait de disparaître dans les murs, plus il devenait visible. La peur le quittait. Son anxiété était une odeur que les autres pouvaient sentir. Les gardes ont admis plus tard que Rick était surveillé de plus près vers la fin. Mais il était alors trop tard. La menace n'était plus vague. Ce n'était pas un peut-être. C'était imminent. Et même si personne ne dira exactement comment le plan final a été élaboré, tout le monde s'accorde à dire que la mort de Rick Harrison a été calculée, approuvée et exécutée conformément au code des détenus. Les détenus interrogés après coup ont livré des évaluations effrayantes. Un jour, il marchait comme s'il avait encore de l'espoir, a déclaré l'un d'eux. Le lendemain, il avait l'air de savoir, comme s'il était déjà mort. Un autre a déclaré, ils lui ont donné 7 jours de plus que ce qu'il aurait dû avoir. Le code ne concerne pas la justice, pas au sens juridique. Mais à l'intérieur des prisons, c'est la seule loi qui compte. Et lorsque Rick Harrison l'a traversée, lorsque la vérité sur ses crimes a été connue, il n'était plus un homme. Il était une cible. Et rien, ni son argent, ni son histoire, ni même son silence ne pouvait le sauver. Cela a commencé comme toutes les autres nuits dans l'établissement correctionnel de Clark State, ou du moins c'était censé le faire. Les plafonniers ont légèrement diminué à 21 h, signalant le début du confinement. Les détenus étaient déjà dans leurs cellules, les bruits des couchettes métalliques grattées et les conversations murmurées résonnaient faiblement dans les couloirs. Les agents correctionnels effectuaient leur ronde de routine, s'arrêtant toutes les quelques minutes pour scruter à travers les petites fenêtres carrées et les portes des cellules, un presse-papier à la main, les yeux exercés mais détachés. Une routine tellement pratiquée qu'elle était devenue presque robotique. Mais dans le bloc DB, où se trouvait la cellule de Rick Harrison, quelque chose était différent. Subtil, presque invisible au premier abord, mais il était là. Pendant des jours, des changements mineurs mais délibérés avaient eu lieu. Les déplacements des détenus pendant les quarts de repas étaient mieux coordonnés. L'un des chefs de gang connus du quartier avait été transféré la veille dans l'après-midi sans explication. Un nouveau groupe de détenus avait été installé, silencieux, sans bruit ni plainte. Les gardes en ont pris note, mais aucune alarme n'a été déclenchée. Après tout, les transferts de détenus se produisaient tout le temps. Ce que personne ne savait encore, c'est qu'il ne s'agissait pas de simples transferts de routine. Ces hommes avaient été placés dans un but précis. Et leur objectif avait tout à voir avec Rick Harrison. Le premier signe d'un problème est survenu à 22h04. C'est à ce moment-là que la caméra de surveillance du couloir à l'extérieur de la cellule de Rick s'est inexplicablement éteinte. Pas de scintillement, pas d'interférence progressive, juste une coupure nette et soudaine. Le flux n'a pas repris pendant près de 27 minutes. L'équipe informatique de la prison prétendra plus tard qu'il s'agissait d'un problème à l'échelle du système, mais curieusement, toutes les autres caméras de l'établissement sont restées opérationnelles pendant cette période. Dans sa cellule, Rick était réveillé. Il n'avait pas dormi de la nuit depuis des jours. Les gardes ont rapporté l'avoir vu faire les 100 pas juste avant l'extinction des lumières, s'arrêtant de temps en temps à la porte et pressant son oreille contre celle-ci. La paranoïa l'avait consumé. Les rapports des détenus indiquent qu'il se murmurait des choses, se balançant parfois sur le bord de son lit, les yeux vides. À 22h11, le gardien affecté au couloir du bloc DB entame sa ronde habituelle. Mais au lieu de boucler sa boucle en 10 minutes comme d'habitude, il lui en a fallu près de 25. Il s'est arrêté 2 fois pour parler avec d'autres agents de l'autre côté du pâté de maison. De quoi exactement ils ont discuté reste inconnu. Interrogé plus tard, sa mémoire était floue. Il a dit qu'il avait peut-être pris quelques minutes de trop. À l'intérieur du bloc, les choses allaient vite. À 22h15, un petit groupe de détenus sort de leur cellule. 3 hommes, tous récemment transférés, dont 2 avaient des liens avec le même gang soupçonné d'avoir mis Rick à prix. Ils n'étaient pas censés sortir.
Les cellules sont fermées à clé de l'extérieur, mais les leurs étaient ouvertes et non sécurisées. Plus tard, le rapport officiel parlera d'un dysfonctionnement mécanique. Ils n'ont pas parlé. Ils n'ont pas couru. Ils se déplaçaient avec un calme étrange, comme s'ils avaient répété cela. Un détenu faisait office de guetteur, se positionnant au fond du couloir, là où il pouvait voir l'intersection principale. Un autre s'est approché de la porte de Rick. Un troisième portait ce qui semblait être un tuyau métallique enveloppé dans du tissu, pas un couteau, ni une brosse à dents aiguisée. C'était plus lourd, plus contondant, conçu pour infliger un maximum de dégâts avec un minimum de bruit. La porte de Rick a également été retrouvée déverrouillée. Un autre dysfonctionnement, ont affirmé les responsables. Personne n'y croyait. Ce qui s'est passé ensuite a pris moins de 5 minutes, mais les dégâts se répercuteraient bien au-delà de cette petite cellule. Les assaillants se sont déplacés rapidement, l'un d'entre eux étant entré tandis que les deux autres sont restés près de l'entrée. Il n'y avait aucun cri, aucun son assez fort pour alerter les cellules voisines, seulement des grognements étouffés. Impact, le faible bruit sourd du corps contre le béton. Selon le médecin légiste qui a ensuite examiné le corps de Rick, l'agression a commencé par un coup porté à l'arrière de la tête, probablement destiné à le désorienter. Les assaillants n'ont ni poignardé ni entaillé. Ils l'ont battu systématiquement. Ses côtes étaient cassées. Sa mâchoire a été brisée à 2 endroits. Ses doigts portaient des blessures défensives, suggérant qu'il avait tenté de riposter même dans ses derniers instants. Mais il n'a jamais eu de chance. Vers 22h20, c'était fini. Rick gisait effondré près des toilettes, son sang s'accumulant sous sa tête, tachant les fissures du sol qui n'avaient jamais été correctement scellées. Ses yeux étaient ouverts. L'un d'eux était complètement enflé. Sa bouche était grande ouverte, ses dents cassées et ensanglantées. Il respirait, mais à peine. Les assaillants sont sortis aussi discrètement qu'ils étaient venus. L'un d'entre eux a été aperçu brièvement par un autre détenu au bout du couloir, qu'il a décrit plus tard comme étant calme, comme s'il venait juste de finir de plier le linge. L'alarme n'a été donnée qu'à 22h31. Lorsqu'un autre garde reprit son poste et commença sa ronde. Il s'est arrêté devant la cellule de Rick, a remarqué la porte non verrouillée et a trouvé le corps. Même à ce moment-là, la confusion régnait. L'appel initial à la radio n'était pas clair. Détenu à terre. Saisie possible, ont déclaré les premiers intervenants. Ce n'est que lorsque l'équipe médicale est arrivée que la véritable étendue des blessures de Rick a été connue. Il a été déclaré mort à 22h48, moins d'une heure après le début de l'attaque. Le rapport officiel indiquerait que la cause du décès serait un traumatisme contondant à la tête et au haut du corps, entraînant une hémorragie cérébrale et un arrêt cardiaque. Mais ce n'était que le début. En quelques heures, la nouvelle de la mort de Rick Harrison s'est répandue comme une traînée de poudre. D'abord à l'intérieur de la prison, puis vers le monde extérieur. Les gardes ont été retirés de leurs équipes pour être interrogés. Les gardiens ont tenu des réunions d'urgence. Un communiqué a été préparé pour la presse, nous avons le regret de confirmer que Richard Harrison, le détenu numéro 470821C, a été retrouvé inconscient dans sa cellule vers 22h31 malgré les mesures de sauvetage. Son décès a été déclaré à 22h48. L'affaire fait l'objet d'une enquête. Ce n'était pas suffisant. En quelques heures, les principaux médias envahissaient les portes de l'établissement. Caméras, microphones, commentateurs fouillant dans le passé de Rick avec une fureur renouvelée. Entretien avec d'anciens membres du casting, sa famille et même des fans qui l'ont autrefois défendu. Mais dans les coulisses, la véritable histoire se préparait. Un informateur anonyme a envoyé un email à 2 journalistes d'investigation différents moins de 24 heures après la mort de Rick. L'email contenait des affirmations accablantes selon lesquelles la mort de Rick n'était pas un acte aléatoire de violence en prison, mais une exécution préméditée, que les gardiens avaient été soudoyés, que certains détenus avaient été déplacés spécifiquement pour le travail, que la panne de caméra avait été orchestrée et, pire encore, que ce n'était pas la fin. Selon l'informateur, Rick avait tenu un ensemble de journaux pendant son incarcération, des notes détaillant les noms, les dates, les transferts financiers, les documents de chantage, une sorte de dissimulation. L'administration pénitentiaire a tout nié, aucune preuve de corruption, affirme-t-elle. Aucun document manquant, aucune irrégularité dans le système de caméra, malgré un timing suspect. Chaque réponse était polie, corporative, évasive. Mais l'autopsie a raconté une autre histoire. Rick n'avait pas seulement été battu, il avait été réduit au silence.
Ses blessures étaient précises, ciblées, conçues pour tuer rapidement, mais pas si vite que cela ne ferait pas mal. Ce n'était pas du chaos, c'était une chorégraphie. Et puis vint le silence. L'enquête interne qui a suivi n'a donné lieu à aucune arrestation. Les détenus soupçonnés d'être impliqués ont été transférés, aucune accusation n'a été déposée, aucun entretien n'a été accordé. Les gardes en service cette nuit-là ont été réaffectés et non licenciés. La mort de Rick Harrison est devenue une nouvelle entrée dans la longue liste de décès en prison qui font l'objet d'une enquête. Une autre porte fermée, une autre histoire qui ne sera jamais entièrement racontée. Sauf que Rick n'était pas qu'un autre détenu. C'était une personnalité publique, un symbole de corruption, de chute et maintenant de vulnérabilité. Et le public voulait des réponses. Mais plus les journalistes creusaient, plus la situation devenait étrange. Un mois après la mort de Rick, un journaliste a divulgué une copie du journal des incidents de la prison. Il montrait des entrées manquantes pendant une fenêtre de 45 minutes au moment où Rick a été tué. Le journal avait été modifié numériquement, écrasé par un superviseur dont le nom était masqué. Un autre lanceur d'alerte, un ancien membre du personnel de la prison qui a quitté l'établissement la semaine après l'incident, a affirmé que la cellule de Rick avait été falsifiée avant l'attaque, que des objets avaient été retirés, des papiers, des photos, un cahier caché derrière le tuyau des toilettes. Étaient-ce les journaux mentionnés par l'informateur anonyme? Si oui, que contenaient-ils? Et pourquoi quelqu'un était-il prêt à tuer pour s'assurer que personne ne les lirait? À ce jour, toute la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là reste enfermée dans des notes administratives, des rapports enterrés et la mémoire d'hommes trop effrayés pour parler. Ce que nous savons, c'est ceci. Rick Harrison est entré en prison un homme brisé. Il est mort non seulement à cause de ses crimes, mais à cause de ce qu'il savait, à cause de qui il était devenu. Parce qu'une fois qu'on est étiqueté en prison, et une fois que le code a rendu son jugement, il n'y a plus d'appel. Il n'y a que la fin inévitable. Et lors de cette nuit froide dans l'établissement correctionnel de Clark State, la fin est venue rapidement, brutalement et dans un silence complet. La justice a peut-être été rendue dans la salle d'audience. Mais à l'intérieur des murs de la prison, la justice prenait une forme bien plus sombre. Dans les heures qui ont suivi la mort de Rick Harrison, l'établissement correctionnel de Clark State s'est retrouvé sous le feu des projecteurs pour lequel il n'était absolument pas préparé. Les journalistes campaient devant ces hauts murs barbelés. Les camions de presse tournaient comme des requins. L'intérêt du public est monté en flèche, non pas parce qu'un détenu était décédé, ce n'était pas nouveau, mais parce que ce détenu était un nom connu, une célébrité, un homme qui souriait autrefois dans les salons américains à travers une série télévisée populaire, maintenant réduit à un nom sur le rapport d'un coroner. La prison a publié sa première déclaration moins de 12 heures après que Rick ait été déclaré mort. C'était aussi vague et stérile que prévu. Un incident s'est produit impliquant le détenu Richard Harrison. Le personnel d'urgence est intervenu et a tenté de sauver des vies. L'affaire fait actuellement l'objet d'un examen interne. Aucune mention des blessures, aucune mention des images de caméras manquantes, aucune mention des portes déverrouillées. La déclaration visait à limiter les dégâts, et tout le monde le savait. À l'intérieur de la prison, les gardiens ont reçu l'ordre de ne pas parler aux médias. Les détenus ont été placés en détention pendant 72 heures. Les blocs cellulaires ont été fouillés, même si, curieusement, la propre cellule de Rick a été la dernière à être examinée. Et lorsque cela s'est produit, selon une note interne confidentielle divulguée des semaines plus tard, plusieurs objets personnels de Rick avaient déjà été retirés par du personnel administratif non identifié. Cette expression, personnel administratif non identifié, apparaîtrait à plusieurs reprises dans le rapport interne de la prison. De toute évidence, l'établissement a suivi le protocole. Ils ont ouvert une enquête sur le décès, déposé un rapport auprès du département d'État des services correctionnels et mis en place une commission d'examen des incidents. Mais derrière des portes closes, ce processus a rapidement dégénéré en quelque chose de bien plus trouble. L'un des premiers signaux d'alarme est apparu lorsqu'un lanceur d'alerte de l'intérieur de la prison, un assistant technicien de surveillance, s'est manifesté sous couvert d'anonymat. Il a révélé que la caméra qui surveillait le couloir du bloc DB avait été intentionnellement désactivée, non pas en raison d'un dysfonctionnement, comme on le prétend, mais à cause d'une commande manuelle effectuée sur le système interne de l'établissement. Les images ne sont pas devenues sombres à cause d'un problème, a-t-il déclaré dans une interview enregistrée. Quelqu'un a accédé au système, l'a fermé pendant 30 minutes et a nettoyé les serrures. Ce genre d'action nécessite une autorisation de haut niveau. Ce n'était pas un accident.
Lorsqu'on lui a demandé si ce type de dérogation s'était déjà produit auparavant, sa réponse a été effrayante. Jamais. Jusqu'à ce que Rick Harrison arrive. Le technicien a été licencié une semaine après s'être exprimé. La raison invoquée était la violation de la confidentialité des employés. Mais il n'était pas seul. Un autre membre du personnel, un agent pénitentiaire qui travaillait dans le bloc DB la nuit de l'incident, a été soudainement réaffecté dans un établissement à faible sécurité situé à des centaines de kills. Au maître de là. Contacté par les journalistes, il a refusé de commenter, citant un accord de non-divulgation qu'il devait signer lors de sa réaffectation, une décision inhabituelle pour un officier subalterne. Pourquoi ce secret? Pourquoi ces changements rapides de personnel? Pourquoi, dans une institution connue pour ses réponses administratives lentes, un confinement aussi rapide et coordonné a-t-il eu lieu? Plus les enquêteurs approfondissaient leurs recherches, plus ils découvraient d'incohérences. Le premier était le calendrier de rotation des gardes. La nuit de la mort de Rick, il y avait eu un changement d'équipe de dernière minute. 2 gardes qui couvraient généralement le bloc DB ont été remplacés par des officiers d'une aile différente. Des hommes qui n'avaient pas de tâches routinières dans cette partie de la prison. L'un de ces gardes, l'agent Kent Rollins, avait déjà fait l'objet de mesures disciplinaires pour négligence et force excessive. Les archives montrent qu'il a été suspendu 3 fois au cours des 4 dernières années, mais qu'il a été réintégré sans explication. Les journaux de sécurité de cette nuit ont également été modifiés. Lorsqu'ils ont été obtenus via une demande de documents publics, les eurodatages ont été expurgés, les entrées manquaient et des pages entières semblaient avoir été réécrites. Les analystes qui ont examiné les documents ont conclu que les journaux avaient été modifiés rétroactivement. Les traces écrites n'ont aucun sens, a déclaré un expert juridique. On dirait que quelqu'un est revenu après coup pour nettoyer les choses. Le plus accablant, cependant, était la chaîne de possession post-mortem. Lorsque le corps de Rick a été transporté au bureau du médecin légiste du comté, il était accompagné d'un manifeste de transport ne répertoriant aucun effet personnel. Mais selon plusieurs sources, Rick avait au moins 2 éléments dans sa cellule qui auraient dû être enregistrés, un cahier de composition qu'il avait rédigé quotidiennement depuis sa condamnation et un ensemble de documents juridiques liés à son appel en cours. Aucun des 2 éléments n'a jamais été enregistré. Ni l'un ni l'autre n'a jamais été revu. Une théorie avancée par un profileur à la retraite du FBI est que Rick gardait une trace des conversations, des noms et des détails susceptibles d'incriminer d'autres personnes impliquées dans le réseau de trafic pour lequel il a été condamné. Si c'était vrai, ce carnet aurait été très précieux et extrêmement dangereux. Il y a de fortes chances que la mort de Rick soit plus que la justice des détenus. Le profileur a dit qu'il s'agissait peut-être d'une opération de nettoyage, de réduction au silence. Mais qui avait le mobile? Et plus important encore, qui y avait accès? Les détenus ne contournent pas les systèmes de sécurité. Les détenus ne contrôlent pas les horaires des quarts de travail ni les flux de surveillance. Si Rick avait été pris pour cible par d'autres détenus, il aurait fallu une aide interne. Quelqu'un avec l'autorisation de faire disparaître les choses. Le directeur de l'établissement, Marcus Delroy, a été appelé à témoigner devant un comité de surveillance de l'État 2 semaines plus tard. Son apparence était raide, défensive. Interrogé directement sur la panne de la caméra, il a affirmé « La maintenance de routine du système était en cours. C'est un timing malheureux. » Lorsqu'on lui a demandé comment les détenus sortaient des cellules verrouillées, il a répondu « Nous enquêtons sur la possibilité d'un défaut mécanique dans le mécanisme de verrouillage. » De tels dysfonctionnements, bien que rares, ne sont pas sans précédent. Mais d'anciens membres du personnel ont qualifié son témoignage de pure fiction. Un superviseur de maintenance à la retraite qui a déjà travaillé chez Clark State a déclaré « Ces serrures sont électroniques. S'il y a un défaut, il apparaît immédiatement sur le tableau de commande centrale. » Et pourtant, il n'y a pas eu d'alerte cette nuit-là. Aucun. Les serrures n'ont pas cédé. Ils ont été libérés. C'est une toute autre histoire. L'indignation du public s'est accrue. Un groupe de défense des droits civiques a lancé une pétition exigeant une enquête fédérale indépendante. Les défenseurs des droits des victimes ont appelé le ministère de la Justice à intervenir. Les forums en ligne ont explosé de théories allant du complot à l'implication dans des cartels. Les hashtags comme #JusticeForRick et #PrisonCoverup sont à la mode depuis des jours. Pendant ce temps, le département des services correctionnels a publié une 2e déclaration. C'était encore plus creux que le premier. Aucune preuve n'a été trouvée d'actes répréhensibles de la part du personnel de l'établissement correctionnel de Clark State.
Nous coopérons pleinement à toutes les enquêtes. Pour le moment, aucun autre commentaire ne sera fait. Mais derrière cette déclaration se cachait une installation en ruine. Le personnel marchait sur des œufs. Les détenus ont refusé de parler, craignant des représailles, et les quelques voix qui ont osé s'exprimer ont été rapidement réduites au silence, soit réaffectées, licenciées ou bâillonnées par des restrictions légales. Même la famille de Rick a rencontré de la résistance. Lorsque Corey Harrison, le fils de Rick, a demandé accès aux dernières affaires de son père, on lui a répondu que rien n'avait été retrouvé dans la cellule qui constituait des biens personnels. Une réponse étrange étant donnée que Rick avait écrit presque tous les jours. Il avait des papiers légaux. Il avait des photos. Et maintenant, tout cela avait disparu. Corey a publié une brève déclaration publique. Mon père n'était pas un homme bon, mais il méritait protection. Il est mort en détention. Sa mort relève donc de votre responsabilité. Pourtant, aucune accusation n'a été déposée. Aucun garde n'a été suspendu. Aucun détenu n'a été condamné pour ce meurtre. L'enquête, si on peut même l'appeler ainsi, a échoué. Finalement, l'intérêt du public a diminué. D'autres scandales ont défrayé la chronique. De nouvelles histoires ont émergé et la mort de Rick a lentement disparu, devenant un autre mystère non résolu enfermé derrière les portes de la prison. Mais pour ceux qui ont suivi l'affaire de près, les implications restent effrayantes. Rick Harrison a-t-il été assassiné par des codétenus pour ses crimes? Ou a-t-il été réduit au silence à cause de ce qu'il savait? L'attaque était-elle un acte de vengeance spontanée ou une attaque coordonnée facilitée par des individus au sein même du système censé le protéger? La vérité est enfouie sous des documents expurgés, des images manquantes et des journaux effacés. Et c'est peut-être exactement là que quelqu'un veut que ça reste. La nouvelle de la mort de Rick Harrison n'a pas seulement ébranlé les murs de la prison ni dominé les médias pendant quelques jours. Cela a envoyé une onde de choc parmi les personnes qui le connaissaient personnellement. Pour sa famille, l'annonce a atterri comme une bombe, sans avertissement ni équipe de nettoyage. Il était tôt le matin quand l'appel arriva. Selon des sources proches de la famille Harrison, Corey Harrison, le fils de Rick et costard de longue date, était assis à la table du petit déjeuner lorsque son téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Pensant qu'il s'agissait d'un autre journaliste à la recherche d'une déclaration, il l'a ignoré. Une minute plus tard, ça sonna à nouveau. Là encore, la 4e fois, il répondit. La voix à l'autre bout du fil était clinique, robotique, lisant ce qui était clairement un scénario. Nous souhaitons vous informer que le détenu Richard Harrison a été déclaré décédé à 22h48 hier soir au centre correctionnel de Clark State.